Bonsoir à tous, merci pour être venus. Le sujet de la première vidéo a attiré une certaine attention dans notre milieu. Il y a eu quelques débats et je voudrais saluer derrière la caméra toutes les personnes qui nous regardent pour leur dire aujourd'hui on va faire un travail qui est fondé sur les sciences sociales, c'est-à-dire principalement l'histoire, la sociologie et l'économie. La dernière fois, pour faire un lien avec ceux qui n'ont pas regardé l'épisode précédent, parmi vous dans le public, nous avons présenté la manière dont nous sommes arrivés aujourd'hui dans une société structurée autour de l'idée du jeu, de l'individu, du moi. Une société qui va se construire sur des valeurs d'individualisme. Il ne s'agit certainement pas de dire si c'est bien, c'est mal. C'est une évolution. Elle s'est déroulée sur plusieurs siècles, principalement à la Renaissance. Aujourd'hui, pour paraphraser Freud, nous allons nous poser la question du malaise dans le mieux-être. Et en introduction, je voudrais aussi mettre en exergue quelque chose de vraiment important. Dans toutes les sciences sociales, on se questionne en permanence sur les points de vue, sur les idées, sur les thématiques que nous abordons, sur la manière que nous avons aussi de les aborder. Pour citer les historiens, par exemple, Paul Venn, les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Paul Venn pose la question de savoir quels sont les cadres dans lesquels une civilisation se pense. Il y a eu quelques interpellations par rapport au premier cours, mais nous ne pouvons pas, c'est un péché capital en histoire, nous ne pouvons pas commettre d'anachronisme, nous ne pouvons pas porter de jugement moral sur les époques passées. Les personnes qui nous ont précédés pensaient le monde, concevaient le monde selon d'autres a priori. Nous allons voir aussi comment les nôtres, justement, héritent un certain nombre de présupposés, de civilisations exotiques et aussi de nos ancêtres plus directs. En économie, on va beaucoup parler, crise sociale, on va beaucoup parler d'économie. Vous verrez qu'il y a des liens à faire assez intéressants avec la fameuse loi de l'attraction, pour faire un petit peu le teasing. En économie, je suis parti des réflexions d'Emmanuel Todd, l'illusion économique, qui a cette phrase assez intéressante, la vie économique est consciente, la structuration éducative subconsciente, vous pouvez entendre ça dans le sens préconsciente, et le système familial inconscient. Nous agissons, nous pensons nos pratiques d'accompagnement thérapeutique, de coaching au sein de grandes structures sociales, au sein de grandes structures philosophiques. Le cours est un peu plus participatif que la dernière fois puisque j'ai intégré certaines de vos remarques. Je voudrais remercier Nathalie Descluzet-Jorland qui a très bien résumé certaines choses du dernier cours et qui peut servir d'axe pour aujourd'hui. Elle dit ceci, donc j'ai repris sa proposition. Est-il possible de croire que nous pouvons être totalement libres d'être ce que nous voulons ? Nos choix sont-ils limités par notre environnement, la famille, l'école, le travail, la société? Avons-nous d'autres choix que de nous rendre plus performants dans notre société? Et aujourd'hui, on va faire un long exposé sur la mouvance New Age. On verra que d'ailleurs c'est une mouvance composite qui nous permettra de justement nous centrer sur la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle sur les a priori qui accompagnent les demandes des personnes que nous recevons et puis les nôtres aussi, lorsque nous nous formons, lorsque nous agissons en tant que coach, thérapeute, accompagnant. Cours en 3 parties. On va revenir sur l'idée du jeu. Et on partira de Rimbaud, « Je est un autre ». On était resté à « Je pense donc je suis » de Descartes. Et nous nous poserons la question des déterminismes, de ce qui nous détermine. Deuxième partie, avec un contenu assez inédit par rapport à tout ce qu'on pourrait trouver en historiographie sur le New Age. Nous parlerons de la conspiration du Verseau. Il ne s'agit pas d'un complot, je tiens à vous le dire, c'est tout à fait autre chose. Et puis une troisième partie reviendra sur la loi de l'attraction. Et je me suis fondé sur un certain nombre de travaux, notamment ceux de Barbara Ehrenreich, Smile or Die. Comment est-ce que les a priori du mieux-être, comment l'idée d'aller mieux a pu déboucher sur l'idée de s'exploiter soi-même, l'exploitation de soi. J'ai repris les mots de Fabrice Midal. Voilà. Alors Rimbaud a posé dans sa correspondance plusieurs fois cette idée. Je est un autre. Lorsque nous pensons je, lorsque nous voulons, lorsque nous souhaitons, qui pense, qui agit. Petite remarque rapidement sur Spinoza. Pour Spinoza, en fait, ça peut être intéressant notamment dans nos pratiques quand on pose la fameuse question de la volonté.
On entend parfois, et vous pouvez croiser ça aussi sur les forums dédiés à l'hypnose, cette fameuse phrase « moi je ne reçois pas de clients qui ne sont pas motivés ». Quand on parle du travail des résistances, ça peut être intéressant de se rendre compte qu'il y a eu des réflexions très en amont d'Erikson, très en amont de Freud même, sur les potentielles idées de résistance. Pour Spinoza, alors, je suis désolé de vraiment caricaturer à l'extrême son propos, l'homme ne peut pas être totalement indépendant, il ne peut pas être sa propre cause, je reprends les mots, non causée. Il se pose la question des déterminismes dans lesquels nous agissons. Et là, je vais céder la parole à Lucie Bergeret, doctorante en philosophie et agrégée en philo, qui est aussi hypnothérapeute, comme un certain nombre de personnes ici, qui propose cette vision des choses. Donc, d'après Spinoza, si l'être humain n'est pas libre, il peut en quelque sorte se libérer de l'ignorance qui lui fait croire qu'il est libre. Peut-être que nous pensons être libres, mais peut-être que nous ne savons pas ce qui nous détermine dans cette idée d'être libre. En admettant qu'il est déterminé, en prenant conscience, ou plutôt en connaissant ce par quoi il est déterminé, il peut se rendre davantage libre. Bon. Exemple fameux, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de la pierre qui roule et qui ignore la cause qui la pousse à avancer. Autre exemple, d'ailleurs cité par Spinoza, qui est peut-être beaucoup plus parlant, cette personne ivre qui pense qu'elle est libre de dire tout ce qu'elle a à faire dans un état d'ébriété. Peut-être que la cause qui la pousse à agir hors de ses manières habituelles lui est inconnue. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous recevons quelqu'un? Quelles instances agissent à travers elle? Vous voyez que c'est quand même, on inscrit quand même notre réflexion dans des perspectives assez longues. Petit détour, encore une fois un petit peu caricatural de ma part, mais Pierre Bourdieu, la sociologie. Pierre Bourdieu évoque 4 formes de capitaux avec lesquels nous évoluons, que nous héritons aussi, donc le capital économique, nos revenus, notre patrimoine, le capital culturel, la somme de nos connaissances, de nos compétences, le capital social, notre capacité à faire du réseau, pour reprendre certains mots à la mode, et puis les réseaux de relations que nous héritons. Et puis un capital symbolique aussi, qui va être en lien avec tous les objets de prestige dans notre société. En 1970, Bourdieu et puis un autre sociologue, Passeron, ont vraiment insisté sur quelque chose de fondamental qui est encore aujourd'hui une source de réflexion dans les milieux pédagogiques, celui de la violence symbolique exercée par l'école. Pour résumer le propos, l'école transmet essentiellement les valeurs, les normes, c'est-à-dire la définition de ce qui est bien, de ce qui est mal, des classes dominantes. Toute éducation, finalement, va se référer, en tout cas dans les grandes puissances industrielles, dans les pays occidentaux, en référence au savoir qui structure ceux des classes dominantes, avec des conséquences. Et là, c'est vraiment important de mettre ça en lien avec nos pratiques. Par exemple, il faut parler de la responsabilité de chaque individu, de la responsabilité individuelle. Et Bourdieu dénonce, il n'y a pas d'autre mot, dénonce 2 croyances principales. En partant de l'école, donc en partant du commencement de la vie des futurs adultes, selon lui, tout échec est perçu par la société comme un échec personnel. On met en avant le manque d'efforts, les inaptitudes, les difficultés particulières. Et puis, à l'opposé, toute réussite scolaire et donc sociale est une réussite individuelle. La réussite s'expliquerait par des aptitudes personnelles, par l'effort des individus. C'est pour Bourdieu et puis pour d'autres penseurs une façon en fait de légitimer, ce qui a déjà été dénoncé depuis le XIXe siècle, l'inégalité, la lutte des classes. L'œuvre de Bourdieu date un peu, mais quand on fait une petite recherche justement sur ce que l'on appelle l'ascenseur social aujourd'hui, on se rend compte que globalement, il est figé, c'est-à-dire l'ascenseur social, c'est la capacité qu'auront nos héritiers à avoir des revenus, à avoir des postes plus élevés que notre génération actuelle.
Si on se base sur des chiffres, par exemple, si vous prenez la ligne des agriculteurs ou des ouvriers, ben, vous verrez que leur destin social reste, semble-t-il, largement déterminé par leur origine. Si on prend un chiffre plus parlant encore, lors de la dernière législature à l'Assemblée nationale, il y avait un seul député d'origine paysanne et un seul député d'origine ouvrière. Et nous avons essentiellement, pour définir nos normes sociales, eh bien, des personnes issues des professions indépendantes, des hauts revenus. La question, on pourrait se demander, mais quel est le lien avec les a priori du mieux-être et quel lien faire avec notre pratique? C'est quand même intéressant de prendre un peu de recul au niveau historique. Prenons quelque chose d'assez concret. C'est pour toi, hein, Greg, ça, voilà. On est au XVIIIe et au XVIIe siècle, des corps dénudés de femmes. Et c'est toujours intéressant de proposer parfois, sous forme de recadrage, dans les personnes qui cherchent un accompagnement sur leur image de soi, sur l'idée de perdre du poids, de leur proposer que leur a priori, leur attente a été aussi largement conditionnée par des instances sociales, par des normes actuelles. Les personnes que nous voyons, vous voyez, il y a différents gabarits entre Boucher et Rubens. Le Titien, encore plus parlant, Vénus au miroir, pour ceux qui s'étonneraient, quand je montre ça par exemple à des élèves de collège ou de lycée, ils pensent que c'est parodique, mais non, c'est très sérieux, c'est vraiment l'image d'une belle femme. On n'est pas du tout sur les mêmes présupposés à l'époque. L'idée, c'est que madame puisse nourrir la progéniture qui va arriver. Pour reprendre un autre cliché, un homme qui est bien généreux en chair est perçu comme quelqu'un qui a la capacité de se surnourrir et donc qui va attirer davantage les gens. Est-ce qu'il y aurait, ça c'est une question, mais est-ce qu'il y aurait eu tous les cas d'anorexie, de boulimie au XVIIe, au XVIIIe siècle? J'ai regardé un petit peu, j'ai pas trouvé. J'ai vraiment pas trouvé, peut-être que je me trompe, je ne veux pas être définitif là-dessus, mais il y avait beaucoup plus de place, mesdames, pour d'autres critères à notre époque. Quand nous recevons quelqu'un avec une demande, nous allons aussi devoir gérer les attentes de notre époque. Alors aujourd'hui, ce qui est assez frappant quand on regarde le milieu de l'hypnothérapie notamment, c'est de se rendre compte qu'il y a une sorte de catéchisme qui a infusé nos conceptions. C'est pour ça que nous allons aborder ce qui s'est appelé la conspiration du Verseau, le New Age. C'est Christopher Lasch, dans La culture du narcissisme, donc c'est un historien américain des années 70, qui a mélangé l'approche psychanalytique et les outils des sciences sociales, anthropologie, histoire et sociologie. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il essaie de vraiment mettre en avant le fait qu'il y a deux choses qui coexistent dans notre société actuellement. D'abord, ce qu'il appelle notre foi profonde, et il souligne erronée dans la technologie, et puis la coexistence avec d'anciennes superstitions qui sont revenues, qui ont été remises au goût du jour, avec des croyances. Alors il cite par exemple la réincarnation, la fascination pour tous les mouvements occultisme, et tout ça, ça va s'agglomérer dans le New Age. Christopher Lasch, d'ailleurs, sort un petit peu de sa posture d'historien classique qui se contente de décrire les périodicités, les mentalités d'une époque, puisque pour lui, le New Age serait soit la cause, soit la conséquence, il n'est pas sûr tout à fait de ça, du fait que les gens ont de plus en plus, je cite, de mal à accepter la réalité du chagrin, de la perte, du vieillissement et de la mort. En bref, à accepter qu'ils vivent avec des limitations. Il consacre plusieurs livres à cette idée-là, en se demandant si notre exigence de bien-être, les idéaux que nous mettons en avant, ne sont pas aussi une source de souffrance aggravée. Le New Age, beaucoup de choses à dire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, parmi tous les mouvements spirituels, spiritualistes et religieux, il y aurait environ 100 de millions de personnes sur Terre qui se revendiquent comme appartenant à différents courants issus du New Age.
Pour les sociologues, pour les spécialistes, c'est très compliqué de définir précisément ce qu'est le New Age. On peut partir du principal porte-parole du New Age, David Spangler, qui en 1988 disait ceci. Je pense que vous ferez aussi certains liens, que vous trouverez des échos avec le discours développé en amont de certaines écoles d'hypnothérapie. On va dire les choses telles qu'elles sont. Donc pour David Spangler, la réponse la plus simple, quand il explique ce que c'est que le New Age, c'est ceci. Il s'agit de la condition qui apparaît quand je vis la vie de manière créatrice, puissante et compatissante. Vous savez, c'est peut-être de là d'où on retrouve ce cliché de « nous sommes créateurs de notre réalité ». C'est la métaphore pour l'expression d'un esprit transformateur et créateur, voilà, qui nous ouvre à la présence de Dieu, la présence de l'amour et de la possibilité au milieu de la vie ordinaire. Et si on devait regarder tout ce que le New Age recouvre, on va trouver des apports qui viennent des religions de l'Orient, des millénarismes, c'est-à-dire des peurs d'une fin imminente de la fin du monde, des revivals, c'est-à-dire des anciennes tendances religieuses qui ont été revisitées et revivifiées. Et tout ça va se mélanger en plus avec des approches centrées sur l'exploration du soi. On en avait parlé la dernière fois en parlant du principe d'individuation de Jung. Il faut bien aussi comprendre que ce mouvement se veut aussi comme une réaction au matérialisme, à la société de consommation. Ce qu'on pourrait quand même trouver de point commun à tous les tenants du New Age, c'est l'idée d'un éveil spirituel et un changement de la nature humaine. C'est pour ça qu'on parlera notamment des enfants indigos après. Voilà, c'est important. Alors New Age, âge du Verseau, les deux expressions coexistent ensemble. Un autre porte-parole du New Age, Marilyn Ferguson, en fait pense que le but des New Agers, c'est de préparer un retournement de conscience au sein de la société. Et d'ailleurs, vous aurez souvent chez certains auteurs de cette tendance l'idée qu'il faut arriver à 11% d'esprit éveillé, libéré des chaînes de la maya, de la contrainte spirituelle. Donc on va se compter à la fin, on va voir si on est déjà en train d'arriver à ceci. Il y a tout un tas de croyances et de clichés aussi qu'on va retrouver, une rhétorique aussi. Une rhétorique New Ageuse. On pourra d'ailleurs s'amuser à faire des liens avec toute la mouvance du développement personnel. Moi, je me suis demandé ce que ça voulait dire, cette histoire d'âge du Verseau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse chanson de Air, The Age of Aquarius, qui illustre le film du même nom. Mais c'est assez amusant parce que, en fait, Marilyn Ferguson explique ceci. Afin de rendre claire la nature bienveillante de cette union, c'est-à-dire l'union de l'Occident, de l'Orient, des nouvelles pensées avec le monde moderne, je décidai d'y joindre le mot Verseau. Malgré mon ignorance de l'astrologie, comme ça il le dit, j'étais attiré par le pouvoir symbolique de ce rêve pénétrant de notre culture populaire, à savoir qu'après un âge d'obscurité et de violence, les poissons, donc elle commence en l'an 0 à peu près, nous pénétrons dans un millénium d'amour et de lumière, l'ère du Verseau, le temps de la vraie libération de l'esprit. Petit problème, quand on regarde, on va tomber sur des histoires de basculement du point vernal absolument ésotérique. Vous avez des mouvements qui sont construits sur l'idée qu'au XXIe siècle, il y a un basculement des énergies cosmiques qui vont traverser la structure de votre ADN et qui vont permettre à toutes les hélices de votre ADN et ARN de permettre de muter vers le nouvel être humain supraconscient, lumineux. Vérifiez que votre troisième œil est bien fermé ce soir parce qu'on va être un peu matérialiste. Voilà. Problème, c'est que l'ère du Verseau, elle a déjà été définie au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières, ça vous dit quelque chose? Bon, eux, ils pensaient que c'était eux, à certains. Pour Rudolf Steiner, donc c'est un des grands penseurs des courants ésotériques et occultistes du XXe siècle, en fait, non, ça va tomber en l'an 3573. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Donc, ce n'est pas encore l'âge du Verseau. Pour Alice Bailey, donc c'est une auteure ésotériste et occultiste, ce serait la fin du XIXe siècle ou le début du XXe siècle, ce serait imminent. Pour Paul Lecourt, qui se base lui sur la religion hindouiste, c'est 2160. Donc si on vous dit qu'on est en train de basculer dans le nouvel âge,
demander selon quelle version, quelle période. Ils ne sont pas d'accord. Et puis quand on lit Ferguson, en fait, le mot, ça fait joli, quoi, c'est vrai, hein, l'âge du Verseau. Moi, ça me fait penser au Chevalier du Zodiaque, mais bon, ça c'est autre chose. Alors le New Age, est-ce que c'est une nouvelle façon de changer, de concevoir la réalité, un nouveau paradigme? L'expression date de 1829, hein, c'était un obscur journal d'une loge maçonnique du sud des États-Unis. C'était une loge maçonnique qui a failli se faire interdire parce qu'elle voulait, idée un peu saugrenue à l'époque, l'émancipation des hommes de couleur, pour reprendre l'expression de l'époque. Mais en fait, le New Age, c'est très très ancien dans ses racines. On retrouve des éléments très proches avec des prophéties qui annoncent la fin du monde et puis l'âge de lumière autour du XIIe, XIIIe siècle. On reprend des idées de la gnose dualiste dont j'ai parlé lors du premier cours. C'est aussi, ça peut paraître curieux, mais une des racines du New Age, c'est le puritanisme. Je vous rappelle toute l'histoire des pères pèlerins qui ont pris le Mayflower, qui ont traversé l'Atlantique pour aller fonder la nouvelle Jérusalem. D'où les noms de villes comme Salem, un endroit où on allait brûler des personnes qui n'étaient pas dans l'idée de l'ère d'une nouvelle espérance. Des philosophes libéraux qui continuent encore à avoir une influence aujourd'hui, Thoreau, Whiteman, Emerson, qui vont chercher Dieu dans la nature. On est dans une forme de panthéisme. Je tiens à vous l'annoncer, Dieu et la vérité sont en vous. Oui, en toi, hein, toi aussi. Voilà. Le monde est le produit d'une volonté unique, d'un esprit unique. Et cet esprit est actif partout, dans chaque rayon de l'étoile, dans chaque ride de l'étang. C'est très beau, hein, c'est Emerson qui dit ça, c'est très poétique et effectivement ça annonce les premières réactions à la société industrielle, à la société aussi organisée qui sera bientôt organisée selon les principes du Tayloro-Fordisme. Forcément, quand on pousse le curseur au niveau sociologique du côté matérialiste, il y a toujours une réaction opposée. Donc si vous aimez le New Age, sachez une chose, ici il ne s'agit pas de le condamner, c'était une réaction naturelle qu'on a retrouvée aussi avec le courant romantique, avec le romantisme au XIXe siècle ou avec Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. On parlera aussi des influences de la théosophie, la sagesse divine. Et puis, il faudrait citer le phénomène hippie qui cherche à regarder Dieu en face. Un certain nombre de courants qui dessinent en fait certaines des origines de nos manières d'accompagner les gens aussi, tout simplement. Une figure importante, Blavatsky, Elena Petrova Blavatsky, qui montre un petit peu comment ça a pu jaillir, toutes ces idées New Ageuse. Il y avait eu la question qui avait été posée la dernière fois dans le public de savoir mais à partir de quand est-ce qu'en Occident on va parler de karma. Donc, je fais la recherche, ça vient d'elle, Elena Blavatsky. Elle a écrit toute une série de bouquins, le plus connu c'est La doctrine secrète. Très difficile d'accès, c'est très bigarré, c'est très dense. Mais globalement, si on devait énoncer un certain nombre de préceptes qui ont été repris ensuite au XXe siècle, qui vont être diffusés à travers la pop culture, qui vont même être cités parfois par des personnes très célèbres, John Lennon par exemple. Il y a un certain nombre d'idées qui vont se faire une place dans la culture, presque même mainstream, populaire. Dieu donc est impersonnel, nous sommes tous Dieu quelque part, nous vivons l'expérience divine à travers un point de vue subjectif. Retour de la croyance dans la réincarnation, l'idée de karma. Nous pouvons par initiation, par des ascèses particulières, accéder à des pouvoirs paranormaux. Il y a une hiérarchie secrète qui dirige le monde depuis l'Himalaya. C'est important. D'ailleurs, Blavatsky va énormément mélanger et brasser un certain nombre, au niveau de la symbolique simplement. Ça va de la svastika hindoue à la croix en C égyptienne, même des symboles sumériens. Bon. L'idée aussi d'arriver à l'établissement d'une religion mondiale. Quelque part, le New Age est un mondialisme. On en parlera dans la troisième partie.
Et puis, Blavatsky pensait offrir au monde un nouveau messie. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, Krishnamurti, hein, donc un philosophe, qui devait être, vous savez, un peu comme dans Dragon Ball Z, le combo de deux personnages dotés de pouvoirs extraordinaires, le Christ et Krishna. Problème, c'est que ce brillant indien, hein, Krishnamurti, va refuser son rôle d'enseignant universel, il va dénoncer la supercherie, mais il va quand même, dans son enseignement, garder l'idée que tout un chacun peut devenir et doit devenir par soi-même l'incarnation de la vérité. Alors, comment le New Age va se propager dans la culture populaire? Bien, les notions de vie antérieure, ça nous vient du New Age, ça nous vient d'un certain nombre d'auteurs qui sont à l'origine du New Age. Toutes les histoires de biologie invisible, de corps énergétique subtil, d'aura, de corps éthérique, une petite esthétique aussi, l'histoire des chakras. Des idées aussi que nous pouvons suivre notre intuition, sans que jamais ce soit vraiment bien défini, ou une guidance intérieure, puisque nous sommes des créateurs de notre réalité. C'est ce qui va nous permettre d'ailleurs un jour de devenir des maîtres ascensionnés. Ça veut dire que vous êtes là, mais ça va être encore plus, et puis même encore. Et puis en plus, aujourd'hui, ça tombe bien, parce qu'il y a les enfants indigos qui sont venus sauver le monde. Vous pouvez faire des tests vous tapez Google, suis-je un enfant indigo? Vous verrez, hein, c'est assez bien fait. Vous êtes tous des enfants indigos en fait. Surtout vous êtes là, vous m'écoutez, donc voilà. Des expérimentations, des pratiques aussi, hein, le yoga, la méditation, channeling. Channeling, c'est on va se mettre en lien avec des époques antérieures. Une approche qui essaie de réunir le corps et l'esprit. Et vous voyez que c'est des choses avec lesquelles finalement on est de plus en plus d'accord même. Hein. Le New Age, c'est pas juste des gens qui prennent du LSD et qui vont courir tout nus dans les bois en chantant Kumbaya. C'est pas que ça. C'est aussi des gens qui attendent les extraterrestres, notamment. Non, c'est pas que ça en vrai, mais un peu. Et il y a énormément de liens avec le développement personnel. Puis il y a des valeurs, hein, la paix mondiale, l'idée d'arriver à une civilisation unifiée. Et puis à chaque fois, comme une espèce de leitmotiv, il y a toujours cette idée que la pensée agit sur la matière. On développera ça un peu plus avec l'impact sur la vie économique de la loi de l'attraction notamment. Il y a deux approches. On peut agir sur la matière ou alors peut-être qu'il vaut mieux se replier sur sa réalité intérieure. Un petit point, parce que le travail d'un historien, c'est aussi d'aller chercher l'origine des concepts, de voir d'où ça vient, et puis d'observer comment ça se répand ensuite. Je ne sais pas si parmi vous, là, il y en a qui connaissent cette histoire d'enfant indigo. Faisons un petit sondage. Tiens, qui connaît, qui a entendu nommer pas tant que ça. Ah oui, quand même, un peu plus en fait. Bon, pour ceux qui sont derrière leur écran, un petit quart de la salle. Les enfants indigos, c'est des gens c'est des enfants qui naissent avec une sagesse instinctive, naturelle. Ils ont un taux de vibration largement supérieur, hein, qui peut se repérer à leur aura, hein, tout simplement. Si vous voulez vérifier, vous regardez la manière dont leur chakra s'ouvre, hein, c'est simple. Et si vous ne voulez pas voir, c'est que peut-être qu'il faudrait décalcifier votre glande pinéale. C'est important. Les enfants indigos ont sauté parfois certains cours à l'école, par contre. Souvent, ils sont déscolarisés. Derrière ce concept d'enfants indigos qui vont sauver le monde, qui sont la nouvelle espèce humaine, hein, c'est la suite de mots sapiens sapiens, il y a un auteur mystérieux. C'est une entité qui a plus de 35 000 ans d'âge. Il s'appelle, je ne sais pas comment on le prononce, Crieillon. Voilà. C'est Lee Carroll qui a développé ce thème il y a environ, depuis 1989. Hein. Les idées d'enfants indigos, les pratiques liées à cette histoire de repérer les enfants indigos, tout ce qui a été aussi créé comme tentative de déscolarisation d'enfants indigos, ça a été pointé du doigt par la Milvilude notamment comme risque d'endoctrinement. Et vous avez un groupe d'entraide aux personnes qui ont été victimes des sectes qui a fait une étude complète qui mélange l'apport de sociologues et de psychiatres sur les indigos, hein, les enfants indigos. Je vous ai
condenser la conclusion de cette étude, ce sont des êtres asociaux, égoïstes, perturbateurs, tyrans, prétentieux, caractériels, qui parfois peuvent devenir des tueurs. Voilà. Si vous voulez nourrir des hypnothérapeutes comme moi, comme les gens ici, répétez à vos enfants qu'ils sont des enfants indigos, et puis vous pouvez leur proposer ensuite un abonnement en thérapie pour quelques décennies. Voilà. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, si vous n'avez pas de plan de carrière, je vous propose d'écrire un bouquin. Je fais quelques propositions, mais pour un classique, hein. Bon, comment savoir si vous êtes un enfant indigo? On pourrait aussi chercher à faire remonter votre taux de vibration par des pierres de prière astrale. L'idée aussi, ce serait, ça c'est important, de prendre soin de son enfant arc-en-ciel, cristal, indigo intérieur, parce qu'il y a toutes les nuances. Hein. Et puis, je vous propose ensuite de respirer selon la sagesse des Incas unifiée quantique pour maigrir sans effort. Ça nous permettra d'établir les bases, c'est pour toi ça, ouais, d'un business en réseau conscientisé. Hein. Je n'ai pas insisté sur l'impact du New Age en entreprise, mais première entreprise en France qui va recourir à des pratiques team building, par exemple, ça va être la Fnac en 1987. Ils ont fait venir des taromanciens et des nettoyeurs d'énergie aurique. Bref. Le New Age, on plaisante, mais va vraiment répandre ses idées dans un certain nombre de branches de la médecine ou des médecines alternatives, de la psychologie aussi. Je vais simplement en citer quelques-unes, sachant que tous les tenants, par exemple, de l'auriculothérapie, ne sont pas forcément des New Agers eux-mêmes. Pareil pour ceux qui pratiquent l'iridologie, notamment en naturopathie. En psychologie, il y a une influence qui est quand même nettement plus nette. Je vous renvoie aux travaux de Reich, de Viktor Frankl, et puis surtout, allez voir un petit peu ce qui s'est passé du côté de l'Institut Esalen, de Rogers, du mouvement du potentiel humain, de la psychologie transpersonnelle. Il y a vraiment une rupture très nette avec le freudisme. Moi, je voudrais surtout insister quand même sur ce qui s'est passé au niveau scientifique, tel point même qu'on a parlé de mysticisme quantique. Alors, c'est l'argument imparable. Hein. La thérapie, pour être efficace, hein, il faut qu'elle soit quantique. Vous savez bien. Savez-vous par exemple que dans les années 1930, en France, on vendait de l'eau radioactive? Alors c'était les étiquettes, hein. L'eau a été assez peu chargée, mais il y avait un effet, à l'eau de mode autour des travaux de Pierre et Marie Curie. Et donc, les tenants du entre guillemets développement personnel de l'époque, ont surfé sur la vague de la radioactivité. Hein. Nous aujourd'hui, on est plutôt à vibrer sur la fréquence quantique. Donc, essayons d'observer cette histoire de mysticisme quantique et de justement, de science et de conscience qui vont chercher à se rejoindre l'une l'autre. En 1979, à Cordoue, le lieu était symbolique, hein, il y a un colloque qui a essayé de réunir à la fois des philosophes, des savants, autour de l'idée de réunir deux visions. La vision philosophico-mystique de l'univers et puis la vision scientifique. Globalement, ils n'ont pas réussi à aboutir à des conclusions définitives, absolues, mais il y a eu beaucoup d'échanges. Ce qui s'est passé, c'est que les tenants du New Age, et notamment Ferguson, hein, que je citais plus tôt, en ont profité pour produire la théorie de l'esprit holographique. C'est-à-dire que tout est dans tout. On retrouve l'idée, vous savez, dans la pierre, c'est la table d'émeraude des alchimistes. Il y a l'idée que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour la réalisation d'une œuvre unique. En gros, imbrication du microcosme et du macrocosme. Si on prend un élément de l'univers ou un élément de la pensée, de l'esprit humain, on va pouvoir reconstituer tout le reste. L'idée, c'est qu'on peut décrypter, on peut décoder la nature, puisqu'elle est elle-même un hologramme, et que notre manière de vibrer, notre conscience, va nous permettre de voir soit la difficulté de la vie de tous les jours, soit
la lumière derrière chaque occasion, derrière chaque événement de la vie. Pour être très concret, on va voir même comment il y a eu un glissement entre les affirmations des scientifiques et puis une récupération. Le mot, on ne va pas s'en priver. Heisenberg, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du paradoxe, physicien, a fait cette proposition. On ne peut plus du tout parler du comportement de la particule sans tenir compte du processus d'observation. C'est quelque chose qui est bien passé dans la culture populaire. La présence de l'observateur dans une expérience modifie ce que nous allons observer, justement. Et chaque processus d'observation provoque des perturbations considérables. C'est même établi ça dans les questionnaires de sciences sociales, dans les sciences molles comme la sociologie, l'ethnologie. Donc ça, c'est ce qu'il écrit. Il l'a sûrement dit avant, mais c'est la source que j'ai trouvée en 1962 dans La nature, dans la physique contemporaine. Bon. Et puis, on va avoir un physicien qui se revendique très ouvertement, très officiellement du New Age, Capra, qui va dire ceci en 1970. Toutes les caractéristiques des particules, quelle que soit leur nature, dépendent de ma conscience. Il y a quand même un petit gap. Bon. C'est là qu'il faut insister sur un auteur qui est très souvent cité dans le monde du développement personnel, cité comme référence, cité comme source, et même dans le milieu de l'hypnothérapie, Deepak Chopra. Sachez d'ailleurs, moi j'ai appris grâce à Deepak Chopra que le chocolat vibre sur la vibration lunaire. Voilà. Donc, quand vous mangez du chocolat, vous vibrez sur la Lune. Si vous ne comprenez pas, ouvrez votre troisième œil, enfin faites un effort, je ne sais pas. Ce qu'il dit donc, dans un certain nombre d'ouvrages qui vont être des best-sellers recensés par le New York Times, c'est que nous pouvons devenir immortels par l'adoption d'une vision quantique du monde. Voilà. Il a obtenu pour ça le prix Ig Nobel, ça vient de ignoble, c'est une parodie du prix Nobel. Je cite, « Pour son interprétation unique de la physique quantique, telle qu'elle s'applique à la vie, la liberté et la recherche de prospérité économique. » On voit qu'il y a toujours tous ces aspects dans une certaine pensée du développement personnel. Arguments, parce qu'il y a une vraie rhétorique en fait qui mériterait d'être développée. Il y a des arguments du type les neurosciences, les scientifiques, la science prouvent que, des histoires de physique quantique, de la nature de la réalité. En fait, si on veut voir un petit peu les personnes qui se réclament de ce mysticisme quantique, on pourra les repérer à l'usage immodéré de certains mots, notamment certains coachs qui vont vous parler du système réticulo-activateur. Alors en plus, j'ai appris qu'il était ascendant en plus, donc il ne faut pas le confondre, de la variation du niveau de sérotonine, ça c'est quantique. Il y a toujours ces métaphores, l'esprit c'est comme un ordinateur, on peut télécharger, on peut le recharger, et puis nous vivons tous dans un champ de conscience unifié. Donc Deepak Chopra, qui va être très souvent dénoncé par le monde de la science, mais ça ne va pas être le seul parce qu'il y a des passerelles entre le monde scientifique et le monde du New Age. Moi je pense là à Jill Bolte Taylor, vous savez, c'est une neurologue qui a vécu un AVC je crois, et qui affirme qu'une partie de son cerveau a été éteinte et donc elle aurait vu une partie de la réalité. Alors il ne s'agit certainement pas... je crois qu'il y a des TEDx qui lui ont été consacrés. Il ne s'agit certainement pas de dire que l'expérience qu'elle a vécue lors d'un moment en plus de détresse physique est fausse. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là affabulent, mais je suis en train de dire que ce n'est pas parce que quelque chose sort du champ de nos expériences sensorielles habituelles qu'il faut lui donner une nature, qu'il faut le définir de manière physique, matérialiste. Ce n'est pas parce que vous avez des visions elles sont forcément réelles. Moi, en hypnose, en rêve éveillé dirigé, en rêve lucide, je vois des choses. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que c'est des symboles? Peut-être qu'il faudrait revoir nos catégories. Je vous renvoie au cours de Cyril Champagne, notamment sur Henri Corbin ou sur l'Imaginal, ou tous les travaux qui ont été faits en phénoménologie. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour revenir sur une espèce de grand classique qui permet de justifier
ces histoires de vibrations quantiques. John Hagelin, je ne sais pas comment on dit. C'était un scientifique récompensé à la base pour ses travaux en physique des particules, va propager cette légende urbaine, je ne sais pas comment le qualifier autrement, de 4000 pratiquants de méditation transcendantale qui, en méditant, ont fait baisser de 18% la criminalité à Washington DC. C'est une idée qu'on retrouve régulièrement dans un certain nombre de bouquins, de best-sellers, un certain nombre d'ailleurs que j'avais cité lors du premier cours. C'est pas vrai. Il n'y a aucune source. Ça n'a jamais été corroboré. Et puis même si on avait observé une réduction de 18% de la criminalité à ce moment-là, comment montrer le lien entre la pratique méditative de certaines personnes et ce qui s'est passé? Je vous invite vraiment, les personnes qui proposent des accompagnements autour de ces idées-là, à voir, à vérifier vos sources. Il y a même des communiqués de la police de Washington qui ont dit non, on n'a pas constaté ça et ils n'ont même pas le temps de faire en plus toujours des statistiques aussi précises. Important aussi de parler d'un film qui a énormément répandu ces idées. La physique quantique comme science de l'esprit. Un film qui va largement déborder hors du monde du développement personnel, qui vient d'un bouquin, best-seller lui aussi. Que sait-on vraiment de la réalité? Donc c'est un film qui date de 2004, vous le trouvez assez facilement sur YouTube. C'est la synthèse de toutes les thèses mystiques quantiques. Le problème, c'est que ce film a été produit par un groupe, Ramtha. C'est une autre entité désincarnée qui propose des messages à ceux qui ont les bonnes antennes pour y avoir accès. Et c'est un groupe qui a été dénoncé par la Milvilude, notamment pour des histoires financières et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, profiter de la faiblesse de personnes en détresse. Bon, ça vous pose aussi un petit peu les références. Et puis là, on va aller dans la partie un peu corsée de notre exposé. Smile or die, les a priori du mieux-être et l'exploitation de soi. Sachez une chose, si vous souriez et que vous souriez à la vie, eh bien, la vie va vous sourire. Voilà. Une idée qui va faire le miel du monde de l'entreprise et du management, l'idée de la responsabilité individuelle dans l'accès au bonheur. Ouais. Vous êtes responsable du bonheur. On a même toute une série d'études qui montrent, j'en parle un petit peu après, que les personnes handicapées sont plus heureuses que les gagnants du loto. Moi, j'aimerais bien savoir par quelle méthodologie on a débouché sur ce genre de conclusion. Je suis assez curieux de vérifier ça. En gros, point de vue de l'historien Christopher Lasch. Tout conspire à encourager des attitudes de fuite devant les problèmes psychologiques de la dépendance, de la séparation et de l'individualisme, et à décourager le réalisme moral qui permet aux humains d'accepter les contraintes existentielles qui limitent leur pouvoir et leur liberté. Pourquoi je vous ai parlé de Bourdieu? Pourquoi je vous ai parlé de Spinoza juste avant? Parce que nous ne partons pas tous avec les mêmes conditions sociales, avec les mêmes héritages, avec la même possibilité d'accès à des études, avec le même bagage syntaxique ou lexical tout simplement. Vous n'aurez pas les mêmes chances de percer dans la société si vous êtes l'enfant d'un réfugié, par exemple, qui vient de s'installer en France. Ça va être plus compliqué pour vous. Ce n'est pas juste une question de vibration. J'insiste vraiment là-dessus parce que ça m'énerve en fait, je vais le dire, de voir toutes ces histoires de « mais l'autre n'était pas prêt ». Quand un hypno raconte ça ou quand on parle de résistance, c'est intéressant aussi de questionner une idée. Moi, je l'ai entendu dans à peu près toutes les écoles d'hypnose par lesquelles je suis passé. J'ai collectionné quelques formations quand même. Il ne faut pas s'intéresser au contenu, mais à la structure. Puis ça, c'est quelque chose qui va être repéré. Quand nous faisons nos anamnèses, nos déterminations d'objectifs, il ne faut surtout pas s'intéresser au contenu, mais à la structure. Mais ça veut dire quoi? Et pourquoi on répète ça sans arrêt?
Est-ce qu'on l'a questionné? Je pensais qu'on était censé être des spécialistes du métamodèle, du méta-questionnement. Comment on sait tout ça? On n'en sait rien en fait. Dites ça à un sociologue, mais il va rigoler. Dites ça à un spécialiste des sciences de l'éducation, mais il va avoir envie de vous mettre un coup de boule, hein, tout simplement. Je suis désolé de vous le dire. C'est pourquoi et puis pourquoi aussi pourquoi est-ce que le processus psychothérapeutique, pourquoi est-ce que le fait de rentrer dans une démarche biographique, ça fonctionne pour des personnes? Parce qu'il y a un certain nombre de déterminismes qui nous conditionnent. Alors pour aller plus loin, selon Cederstrom et Spicer, sont les auteurs d'un brûlot, hein, donc assez subjectif, sur le syndrome du bien-être. Pour eux, le freudisme ne pouvait être que rejeté aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher en permanence le côté positif à toute situation. Et il y a une date importante, 1997, aux États-Unis. Vous avez Martin Seligman, c'est le père, le porte-parole de la psychologie positive, qui est élu à la tête de la Société américaine de psychologie. La psychologie positive va acquérir vraiment un rayonnement extrêmement important. Cette psychologie positive, elle reprend des classiques de la pensée américaine puritaine, hein, notamment dans certains courants du calvinisme. C'est important de faire l'examen de soi-même, c'est important de travailler durement. Et tout ceci va concourir à toutes les idées de pouvoir de la pensée positive. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les idées de pensée positive, de voir toujours les opportunités dans chaque événement, on trouve très souvent des pasteurs américains, notamment Norman Vincent Peale, qui a écrit en 1952 ce livre, hein, Le pouvoir de la pensée positive, qui est dans la lignée, vous savez, des... comment on dit en français, Penser et devenir riche, je crois que c'est ça, hein, je ne suis pas sûr, de Napoleon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Merci. Réfléchissez et devenez riche. Ce personnage, hein, Napoleon Hill, propose de modéliser en fait les grands millionnaires, les grands milliardaires du 19e siècle. Il oublie juste une chose, c'est que l'époque qu'il étudie est celle de la plus grande production de millionnaires et de milliardaires dans toute l'histoire de l'humanité, qui a eu des facteurs très particuliers, notamment liés à la seconde révolution industrielle, qui ont permis à beaucoup de personnes dans l'univers culturel américain protestant qui met en avant l'idée de réussite matérielle, plus que dans un univers catholique comme en France ou en Espagne par exemple, où on est encore sur des notions d'évergétisme, c'est-à-dire que d'utilité sociale du riche, et vous savez cette phrase de la Bible, les premiers seront les derniers seront les premiers, l'idée, hein, c'est dans Saint Matthieu je crois, il est plus difficile à un riche d'atteindre le paradis qu'à un chameau de passer à travers le char d'une aiguille. On est sur des univers mentaux très contrastés, hein, qui sont largement étudiés par les historiens, les sociologues. Je parlerai dans le troisième cours de Max Weber. Sans protestantisme, pas de capitalisme et pas de lutte des classes. Je fais un gros raccourci là, on l'étaiera un peu plus tard. Le contenu de tous ces livres, le contenu de tous ces courants de pensée, il se structure en deux approches. Une approche de performance et une approche qui vise à se replier dans la contemplation et dans son univers intérieur. Approche performative. Déjà, il y a toujours la même rhétorique. Les livres s'ouvrent sur des anecdotes personnelles. Hein, c'est Norman Vincent Peale qui, un jour dans un train, va consoler un représentant en commerce qui n'arrive pas à vendre des choses. Et il va lui donner des bons conseils, il va lui dire d'affirmer des choses de manière positive. Bon, donc c'est des exemples concrets, une certaine idée d'objectif à atteindre. Il faut avoir une grande maison, il faut être marié avec plusieurs enfants, il faut devenir riche. Voilà. Ça va être repris par un cours assez célèbre, un cours en miracle, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un des ancêtres de la loi de l'attraction. Un autre théologien protestant, Albert Schweitzer, qui est connu pour d'autres choses encore, dit ceci: la réussite, là je vous invite vraiment à être attentif à ça, la réussite n'est pas la clé du bonheur, c'est le bonheur qui est la clé de la réussite. Si je devais le mimer,
ça serait ça. Et là, la réussite arrive. Et vous allez avoir tout un tas de conférences très célèbres qui vous parlent de la biochimie du corps. Il faut se mettre dans l'état de réceptivité. On va vous parler encore de sérotonine. On n'en sait rien. Les neurologues parlaient de ça plutôt. En gros, il y a toute une série de thèses, d'études qui vont prouver que les personnes les plus heureuses, celles qui sont en meilleure santé et qui sont plus productives, elles ont plus d'amis, elles sont en meilleure santé, elles sont plus heureuses en amour. Parce qu'elles sont dans la pensée positive, en fait. En fait, c'est un petit peu inverser la preuve. Vous prenez la conséquence de quelque chose et vous en tirez un argument premier. Non. Non. Souvent, on a l'exemple, par exemple, de Bill Gates qui a réussi tout seul à créer son empire. Mais si on regarde ses éléments biographiques, c'était une des seules personnes qui a eu accès à un ordinateur à une époque clé. Et puis surtout, ses parents lui ont payé Harvard. C'est pas du déterminisme, ça. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, les gars. On ne peut pas affirmer à tout le monde pense à ce que tu veux et tu vas y arriver. Parce que si tu ne le penses pas assez, c'est de ta faute. Peut-être que tu vibres sur des mauvaises fréquences. Comme moi, par exemple. Voilà. Vous avez aussi l'approche contemplative qui remet en cause l'idée de réussite matérialiste, parce qu'il y a toujours les deux courants ensemble. On revient à Deepak Chopra, qui milite pour une approche plus spirituelle du bonheur. Il faut chercher son moi profond, qui se situe au-delà de toute image, qui n'a aucun rapport avec les opinions bonnes ou mauvaises d'autrui. Bon, ça reprend certaines idées des moines cénobites ou des ermites qui sont partis se retrancher au Moyen-Âge de la nature. Effectivement, si on coupe les ponts avec la société, on ne souffrira pas du regard des autres. Oui, c'est vrai, complètement. Mais alors pourquoi tu viens faire des conférences, Deepak, sans arrêt? Pourquoi tu viens convertir les masses à tes idées? Même si c'est vrai que le chocolat et la lune, c'est important de le connaître. Pour résumer tout ceci, une des chantres de ce mouvement-là, Véronique Harré, dans Choisir d'être heureux, dit ceci, le bonheur correspond au sentiment intérieur que tout est bien. C'est l'absence de peur, de confusion et de conflit. C'est un lieu de repos, de contentement et de joie. Je vous conseille de lire la réponse de Fabrice Midal à tout ça. Foutez-vous la paix. Et notamment quand il dit ceci, que dirait le Bouddha, Jésus ou Socrate face aux sages naïfs et désincarnés d'aujourd'hui, plus occupés à prier, méditer et prodiguer des conseils édulcorés qu'à nous libérer de la violence sous toutes ses formes et à dénoncer la dictature de la rentabilité. Oui, quand on se replie sur soi-même, quelque part, on laisse le champ libre à d'autres influences politiques, économiques, sociales. Je vais juste citer Jacques Généreux, Les vraies lois de l'économie. Donc c'est un économiste qui n'est pas du tout dans le courant mainstream, mais qui a réussi à préserver sa place dans les médias. Il dit que ceci, c'est important en tant que citoyen de connaître les lois de l'économie, parce que les économistes qui changent les structures de notre quotidien, eux, nous connaissent et nous étudient en permanence. Là, je vais placer une petite remarque sur la mindfulness. Je ne suis pas en train de démonter la mindfulness, ami coach derrière la caméra, c'est vrai. J'ai essayé, j'aime bien. Mais c'est l'usage que l'on fait d'un outil qui est important à considérer, notamment quand on reçoit des personnes qui essayent de se conformer à un idéal, notamment cet idéal d'absence de peur, de vivre dans une sorte de lieu de repos, de contentement et de joie intérieure. C'est important de revenir là-dessus. Un article a énormément suscité de débats, publié dans le Huffington Post en 2013, Beyond Mac Mindfulness, de Purser et Loy. L'idée, c'est que l'usage, notamment fait en entreprise, de la mindfulness a pris une orientation individualiste, consumériste, qui vise à la promotion de soi, mais qui ne prend pas en compte les causes collectives et institutionnelles de la détresse humaine. Alors allons plus loin. Est-ce que vous savez qu'il y a on a mis au point une équation du bonheur? Prenez des notes, c'est important.
B, le bonheur, égale E plus C plus F. C'est Martin Seligman, hein, le père de la psychologie positive, qui propose ça. Une journaliste, Barbara Ehrenreich, s'est énormément intéressée aux travaux de Seligman et à leur impact social. Elle raconte ça dans Smile or Die, pour tous les, toutes les personnes intéressées sur les conséquences sociales d'un point de vue thérapeutique. Je vous conseille vraiment ce livre. Et elle a été le voir, elle a été l'interviewer sur l'idée qu'il y avait une équation du bonheur. Parce que Martin Seligman voulait en fait prouver que ses travaux se fondent sur la science dure, statistique, quantitative. Bon. En fait, pour l'anecdote, Barbara Ehrenreich va finir par se faire jeter par Martin Seligman parce qu'elle lui pose des questions sur les différentes variables. L'espace des possibles, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un espace géographique? Est-ce que c'est autre chose? C'est les circonstances extérieures. Dans l'équation du bonheur, il faut prendre en compte votre mariage, votre religion, votre âge, votre éducation. Mais à chaque fois, Martin Seligman semblait assez évasif, il ne précisait pas les statistiques qu'il emploie, il ne précise pas les critères qui sont retenus. Et puis il y a surtout cette variable F, des variables qui sont sous contrôle volontaire. Et nous, en tant que étudiants des processus inconscients, c'est important de se poser la question de la fiabilité de questionnaires d'opinion fondés sur l'introspection. Qui parle, qui nous agit. Bon, je vous renvoie à tous les cours sur la construction d'identité de Cyril Champagne ou tout ce que vous pouvez voir en séance, en thérapie. C'est pas parce que vous avez un doigt qui fait coucou, qui dit oui ou qui dit non, que ça bouge forcément à l'intérieur. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais ça, vous le savez déjà, je pense. J'espère. Ouais. La principale critique qu'a portée en fait sur cette psychologie positive, c'est qu'elle a parfaitement épousé l'idéologie néolibérale. Le néolibéralisme, si vous voulez voir ce que ça a produit comme résultat, regardez l'Argentine des années 70, des années 80. Terre de démocratie et de progrès sociaux, s'il en est. Ou le sort des travailleurs à l'époque de Margaret Thatcher. Alors, justement, c'est Gerald Leford qui propose ça. Un travailleur heureux et plus productif participe de l'idéologie managériale en brouillant les fondements légitimes du conflit entre travail et capital. Le travail, c'est la force de travail, c'est l'énergie déployée par un employé, par un ouvrier, c'est la somme de ses efforts, et le capital, c'est l'actionnariat, si vous voulez, c'est la propriété d'une entreprise. Et l'idée, c'est que l'accent est davantage mis sur les causes psychologiques que sur les causes sociales de la démotivation des employés. Encore une fois, c'est l'idée que nous sommes responsables de notre bonheur, que c'est l'employé qui doit se motiver par lui-même. Les ressources sont en vous. La solution est intérieure. Ça, c'est des titres de livres qui existent. Et c'est des idées assez répandues, finalement. Je recite à nouveau Fabrice Midal. Page 45, foutez-vous la paix. Il y a une forme de provocation dans la vraie sagesse, parce qu'elle se confronte à ce qu'on ne veut pas voir quand on aborde ce sujet-là. Le travail, l'argent, la violence, la sexualité, les difficultés. La vie en somme. Le pseudo-sage entre dans sa forteresse intérieure, lisse et douillette, et rien ne semble l'atteindre. Foutez-vous la paix, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas à l'action. Ça ne veut pas dire qu'on ne réagit pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas preuve d'une certaine sensibilité. Être thérapeute, ça ne veut pas juste aider la personne qui vient avec sa boule au ventre parce que le dimanche soir, elle pense déjà au lundi où elle va reprendre le travail. C'est pas juste lui dire « Hey, enlève-la et mets du bonheur. Pense à tes vacances » ou comment tu pourrais être motivé. Il y a vraiment, je pense, besoin dans nos milieux de revenir à, un recadrage, à observer les choses d'une autre manière. Les personnes que nous recevons sont aussi les membres d'une société dans laquelle l'inégalité économique n'a jamais été aussi importante depuis une quarantaine d'années, statistiques à l'appui. Là, je ne vais pas vous le lire parce que ce serait vous imposer quelque chose d'assez lourd, mais il y a un certain nombre d'études qui ont été menées quand même en marge de la psychologie positive, et notamment sur le fait de viser, de visualiser la réussite d'un objectif. Il semblerait
que dans bien des cas, ça va vous bouffer votre énergie, ça va même vous empêcher d'activer vos ressources intérieures, parce que c'est comme si vous envoyez à une part de votre esprit l'idée que vous avez déjà réussi l'objectif que vous voulez atteindre, et donc les efforts à fournir, il y a peut-être moins besoin ou moins envie de les fournir, justement. Je vous renvoie à ça. Alors on approche de la loi d'attraction. J'ai eu beaucoup de messages avant ce cours-là sur qu'est-ce que tu vas dire. On va le découvrir ensemble. 2010, date importante, Martin Seligman est contacté par le Premier ministre, un Tory, un conservateur du Royaume-Uni, David Cameron. Et il lui demande de l'aider à favoriser sa politique du bien-être. Et là, génial. On se dit qu'enfin un homme politique va se préoccuper du bien-être individuel. Les fonctions de l'État, l'État régalien qui doit assurer notre sécurité, notre santé, va en plus se pencher sur notre esprit, la santé de notre esprit. Le 25 novembre 2010, très peu de temps après avoir été nommé Premier ministre, David Cameron précise ceci. Si votre but est d'améliorer la qualité de vie de vos concitoyens et que vous savez que la prospérité ne fait pas tout, alors vous devez prendre des mesures concrètes pour que le bien-être fasse autant partie des préoccupations du gouvernement que la croissance économique. Sous-titré « L'emploi ». Il faut rappeler le contexte quand même de ce qui s'est passé de 2010 à 2016 avec David Cameron comme Premier ministre. Depuis Margaret Thatcher et même depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait jamais eu en Grande-Bretagne autant de coupes dans les budgets de l'État britannique. Des réductions, des prestations de l'État-providence, c'est-à-dire, en gros, on dirait aujourd'hui la sécurité, on dirait en France la sécurité sociale, les soins hospitaliers, diminution de 16% du nombre de policiers, par exemple, privatisation d'un certain nombre de services. L'idée, c'est que l'État, lorsqu'il prend le relais des citoyens en termes de bien-être, pousse à la paresse. Et l'intérêt de la psychologie positive a été forcément clair pour les hommes politiques autour de David Cameron, c'est que ça incite à observer les choses d'un point de vue individuel et non pas d'un point de vue structurel, c'est-à-dire d'un point de vue sociétal. Donc David Cameron, pour préparer ces réformes, propose en 2011 un questionnaire, on pourrait dire de satisfaction, une étude sur le bonheur. Et le problème, c'est que ça n'a pas été concluant, c'est que entre 60 et 80% des personnes, en fonction des critères retenus, se déclaraient globalement satisfaites de leur vie en Grande-Bretagne, ce qui a un petit peu coupé le pied à ces réformes. Les auteurs du syndrome du bonheur précisent ceci. La politique du bien-être se présente comme une alternative à l'État-providence. Donc l'État-providence, c'est l'idée de fournir la retraite, un système de retraite par exemple, l'éducation gratuite, l'accès à l'eau potable, enfin des choses comme ça. Suivant cette logique, la limitation des avantages sociaux-démocrates au strict minimum ne doit pas être perçue comme une punition, et là j'insiste, mais comme un moyen de rendre les gens plus dynamiques, à rendre les masses passives en individus responsables, travailleurs et capables de s'adapter à toutes les situations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une journaliste, Catherine Bennett, qui publie un article d'ailleurs là-dessus dans le Guardian en avril 2017. Elle précise qu'en fait, David Cameron, il a été directement puiser une partie de ses idées, et même certains mots de ses discours, dans Le secret de Rhonda Byrne, qui est le fameux livre où on vous présente la loi de l'attraction. Petit titre provocateur. Comment perpétuer les inégalités sociales avec la loi de l'attraction, mode d'emploi. Si vous ne recevez pas ce que vous demandez, ce n'est pas la loi qui a échoué, la loi d'attraction, c'est que vos doutes l'emportent sur votre foi. C'est pour ça que ça ne marche pas, votre thérapie. D'ailleurs, je tiens à dire une chose, c'est jamais votre faute, c'est le client ou le sujet, appelez ça comme vous voulez, qui résiste. Quel enfoiré, franchement. Et plus il vous dira que c'est pas vrai,
plus il fait preuve de mauvaise foi quand même. C'est quand même dégueulasse. Alors, Rhonda Byrne, The Secret, 2006. La référence, c'est la physique quantique. Mais oui. Il faut savoir que Le Secret était connu de Platon, de Shakespeare, de Newton, bah ouais, la pomme, l'attraction, tout ça, de Victor Hugo. Il aurait aimé Victor Hugo, il aimait bien faire tourner les tables, des trucs comme ça. Beethoven, il n'a pas dû l'appliquer par contre au niveau financier, lui. Lincoln, Emerson, Edison, Einstein. Tous connaissaient Le Secret. Je crois que même dans le film, il parle de Léonard de Vinci. Il faut toujours qu'il y ait Léonard de Vinci parce que c'est un esprit universel. Et elle dit ceci, vous êtes l'aimant le plus puissant de l'univers. Le pouvoir magnétique qui réside dans votre esprit est plus puissant que le reste. Le magnétique aussi, c'est bien avec quantique. Bon, je vais être très premier degré, je suis désolé. J'ai lu l'intégrale de la correspondance de Shakespeare, enfin, en tout cas les passages qui ont été traduits en français. J'ai rien vu de tout ça, et puis d'ailleurs, on n'est même pas sûr que le personnage existe vraiment, selon certains historiens en plus. Donc, où est-ce que Platon parle de la loi d'attraction ? Je demande juste une preuve. Parfois, on nous cite des passages, des citations de Bouddha. Qui peut prétendre préciser en Occident la pensée d'un type dont les paroles ont été rapportées il y a plus de 25 siècles ? Il faut juste atterrir, messieurs, dames, par rapport à ça. C'est pas possible, c'est pas responsable même de dire ça. Et oui, je vais heurter des croyances, mais quelque part, c'est pas grave. Je fais œuvre là d'historien, il y a des sources, et en plus les sources, elles sont toujours interprétées en fonction des critères d'une époque. Alors Rhonda Byrne, elle précise quand même ceci, pourquoi croyez-vous que 1% de la population mondiale gagne 96% de la richesse ? Bon, les chiffres, ils sont pas bons en plus. Je crois que c'est un ratio de 1 pour 40, quelque chose comme ça. En tout cas, les chiffres, ils sont pas bons. Les personnes qui sont devenues riches ont eu recours au secret. Moi, je pense notamment à Paris Hilton, évidemment. Que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Ça devait être plutôt inconscient, elle. Puis c'est bien, on est dans le holisme, dans l'usage, l'union du corps et de l'esprit. Vous savez qu'avant la sortie de Titanic en DVD, son film, Paris Hilton, a été le plus grand succès de l'histoire du DVD. Donc, effectivement, elle pensait quelque chose. Ces personnes-là pensent à l'abondance et ne laissent aucune pensée contradictoire cheminer dans leur esprit. Répétez après moi. Je ne laisse aucune pensée pénétrer mon esprit. Ce qui est une bonne recette pour pas mal d'auteurs pour sombrer dans la culpabilité, dans la haine de soi. Bah ouais, si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. Ça, c'est bien fait pour ta gueule en fait. Donc nous sommes entièrement responsables de notre destinée. Perdre son emploi, c'est pas la crise économique, c'est pas la délocalisation. D'ailleurs, on dit pas délocalisation, on dit relocalisation. C'est votre pessimisme. Vous, toutes ces personnes qui vivaient dans ce qu'on appelle la diagonale du vide, dans les anciens bassins miniers industriels en déshérence, c'est une formidable opportunité de croissance, en fait, la crise économique. Elle va vous permettre d'exprimer votre potentiel. En plus, on est dans le nouvel âge astrologique et cosmique, donc je ne sais pas ce que vous attendez. Rhonda Byrne affirme ceci, « La maladie ne peut pas exister dans un corps qui nourrit des pensées harmonieuses. » Je vous renvoie à toutes les explorations de l'idée, et notamment l'usage un peu bizarre, un peu baroque, de la langue des oiseaux par rapport à la maladie. Bien sûr qu'avec 3 métaphores, tu vas guérir le cancer, c'est sûr, ami hypnothérapeute illuminé. Une petite remarque sur le tsunami en 2004. Donc, arrêter l'aide humanitaire pour l'Indonésie et puis pour les pays, le Sri Lanka aussi. Les victimes devaient sans doute cultiver des pensées négatives quand la catastrophe est arrivée. L'univers n'est pas très gentil finalement avec les gens qui cultivent des pensées négatives. Donc moi je propose qu'on suspende la sécurité sociale et puis qu'on arrête l'ONU, l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF. Ça va nous obliger à penser positivement. Voilà. En plus, ceux qui pensent négativement, ils vont s'auto-éliminer comme ça, c'est parfait. Bon, Rhonda Byrne va reprendre certaines idées généreuses à la base, il faut le rappeler, du New Age, et ça va très très bien se mélanger avec les réformes politiques qui visent
à légitimer tout un tas de réformes comme, on ne va pas citer des exemples actuels, ce serait un peu polémique, mais la prochaine fois que vous irez dans une gare et que vous verrez les gens, vous saurez qu'il y a des gens qui ont réussi et puis il y a des gens qui ne sont rien. Et c'est parce qu'ils vibrent sûrement sur la mauvaise fréquence. Petite remarque d'un plaisantin sur Internet, et si j'y crois vraiment, est-ce que la loi de l'attraction est-ce que la loi de l'attraction disparaît? Conclusion. Certains auteurs se demandent si nous ne sommes pas engagés dans une quête paranoïaque du bonheur. Notamment Söderström, Christopher Lasch, d'autres encore sur lesquels je reviendrai dans le troisième volume. C'est vraiment intéressant d'appliquer des grilles de lecture linguistiques à tout le discours New Age, tout le discours du développement personnel. On va toujours retomber sur les mêmes classiques, les mêmes tons de voix aussi. D'ailleurs, cette idée aussi des a priori du mieux-être, on retrouve un certain nombre d'enjeux sociaux et politiques. La manière dont nous définissons ce que c'est que le bien-être, la manière dont nous définissons les moyens d'y accéder, vont forcément avoir un impact au niveau général, au niveau social, au niveau politique. Et puis, tout simplement, mes propos n'ont qu'un seul but, finalement, c'est nous poser la question suivante, notamment quand nous sommes en formation ou quand nous sommes nous-mêmes face à un thérapeute ou un accompagnant. Comment savons-nous ce que nous affirmons? Sur quoi s'établissent les propositions que l'on peut nous faire au niveau thérapeutique? Petite phrase glanée sur un site qui met en avant l'idée d'obtenir des résultats en performance sportive et qui revient justement sur les conditions sociales de notre psychologie. Les organisations ont le pouvoir de construire une représentation de la réalité et de l'imposer à leurs membres et à leurs usagers comme la définition légitime de la réalité. Quelle vision de la réalité nous nourrissons par nos a priori, par nos présupposés, dans nos idéaux de bonheur, de bien-être? Je n'ai pas la réponse, bien sûr, mais on peut poser la question. Voilà, je vous remercie de votre attention.